Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. La neige tombait en silence, comme si le monde retenait son souffle, lorsqu'Élodie, 62 ans, avança péniblement sur le sentier glacé. Elle n'avait plus rien, ni maison, ni famille, ni certitude. La ville avait dépouillé couche après couche, jusqu'à ne laisser qu'une femme fragile, serrant contre elle un sac presque vide et quelques papiers froissés attestant qu'elle venait d'hériter d'une cabane en montagne, léguée par une vieille femme qu'elle connaissait à peine. Le notaire avait levé les yeux, surpris qu'une veuve sans abri hérite de quelque chose, aussi petit ou insignifiant soit-il. Mais le regard du notaire s'était assombri, comme s'il savait que derrière ce geste se cachait une histoire enfouie sous la neige du passé. Élodie n'y comprenait rien. Elle avait croisé cette vieille femme seulement quelques fois, sur un banc près de la gare, lorsque sa vie s'était écroulée après la mort soudaine de son mari. La vieille lui avait offert un thé chaud un soir où Élodie tremblait de froid, et lui avait murmuré « Parfois, le destin laisse des portes entr'ouvertes pour ceux qui ont tout perdu. » Élodie avait cru à une simple phrase de consolation. Elle n'avait aucune idée que, des mois plus tard, elle marcherait vers une cabane que cet inconnu lui avait laissée en héritage. Le vent se leva soudain, mordant ses joues. Elle resserra son manteau trop mince, dont les poches étaient vides. Elle aurait pu rebrousser chemin, mais il n'y avait plus de chemin où retourner. La ville l'avait rejetée comme une ombre gênante. Ici, dans ces montagnes, peut-être trouverait-elle un semblant de refuge, même si ce refuge serait sans doute délabré. Elle n'attendait rien, ou plutôt, elle n'osait plus rien attendre. Quand elle aperçut enfin la cabane, un frisson la traversa. Elle s'attendait à un abri misérable, mais ce qu'elle vit dépassait même ses craintes. Les volets pendaient, la toiture semblait prête à s'écrouler, et une lourde couche de neige faisait gémir les poutres. Pourtant, une étrange lueur émanait de l'endroit, comme si le temps lui-même hésitait à l'abandonner entièrement. Le silence environnant était si profond qu'elle entendait presque les battements désordonnés de son propre cœur. Elle poussa la porte, qui céda dans un grincement douloureux. L'air à l'intérieur était froid, saturé de poussière et d'odeur d'oubli. Mais au centre de la pièce, un feu mourant crépitait encore, jetant des ombres dansantes sur les murs. Élodie recula, saisie de stupeur. Qui était venu ici avant elle? Qui avait allumé ce feu? La montagne était déserte, personne ne pouvait vivre dans ces hauteurs en plein hiver. Elle s'agenouilla devant le foyer, tendit les mains vers la chaleur vacillante. Puis elle remarqua une enveloppe posée sur une chaise, comme si quelqu'un l'avait déposée là exprès. Son nom y était écrit d'une écriture tremblante, Élodie Martin. Elle se sentit défaillir. Ses doigts engourdis déchirèrent l'enveloppe avec précaution. Une lettre en tomba. Si tu lis ceci, c'est que mon temps est terminé. Je n'ai jamais eu de famille, jamais eu d'héritière, sauf toi. Tu m'as donné quelque chose qu'on ne m'avait plus offert depuis longtemps, un regard de bonté. Cette cabane renferme un secret que j'ai gardé toute ma vie. Il t'appartient maintenant. Mais sois prudente. Certains secrets guérissent, d'autres brisent. Il n'y avait pas de signature, seulement un dessin griffonné, un cercle entourant une forme étrange ressemblant à une fleur, mais dont les pétales étaient comme des flammes. Élodie sentit un vertige. Elle posa la lettre sur ses genoux, le papier tremblant entre ses doigts. Quel secret pouvait cacher ce lieu? Et pourquoi elle? Elle se sentit soudain observée, comme si la cabane elle-même respirait autour d'elle. Elle se leva lentement, scrutant chaque recoin, le lit poussiéreux, la table branlante, les murs fissurés. Rien ne semblait indiquer quoi que ce soit d'extraordinaire. Pourtant, sous le plancher, elle entendit un son étrange, un craquement, puis un souffle presque imperceptible. Elle recula instinctivement, mais la curiosité, mêlée à une peur sourde, l'emporta. Elle s'accroupit et posa sa main sur les lattes du sol. Une d'elles vibrait légèrement, comme si quelque chose bougeait en dessous. Son cœur se mit à battre trop fort. Elle tira la latte, mais elle était solidement fixée. Elle fouilla dans un tiroir, trouva un vieux couteau rouillé et força en glissant la lame dans l'interstice. La latte finit par céder, révélant un trou sombre. Une bouffée d'air chaud, étonnamment chaud, s'en échappa. Élodie écarquilla les yeux. Elle éclaira le trou avec une vieille lampe à pétrole trouvée sur l'étagère. Sous le plancher s'étendait une petite cavité creusée à même la roche. Et là, au centre, reposait une boîte en bois magnifiquement sculptée, intacte malgré les années.
Les motifs gravés étaient identiques au symbole de la lettre, un cercle, une fleur de flamme. Elle tendit la main, puis s'arrêta. Quelque chose en elle la suppliait de ne pas l'ouvrir. Mais un vide profond, celui qu'elle portait depuis la mort de son mari, la poussa à continuer. Peut-être que ce secret, quel qu'il soit, était sa dernière chance de comprendre pourquoi la vie lui envoyait cette montagne, ce froid, cette solitude et ce mystérieux héritage. Elle prit la boîte. Son poids la surprit. Elle semblait plus lourde qu'elle ne l'aurait cru. Le bois était tiède sous ses doigts. Lorsqu'elle souleva le couvercle, un souffle chaud lui caressa le visage, comme si la boîte avait retenu un soupir depuis des décennies. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas de bijoux, pas de documents. Seulement un petit carnet relié de cuir, un pendentif en pierre sombre, et une photo jaunie montrant son mari. Élodie lâcha presque la boîte. Son mari, jeune, souriant, debout à côté de la vieille femme, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Son monde se fissura. Sa respiration devint saccadée. Pourquoi était-il sur cette photo? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de cette femme? Pourquoi cette boîte, cette cabane, cet héritage? Et alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées, un bruit venu de dehors résonna soudain, des pas dans la neige. Des pas lourds, assurés. Quelqu'un approchait. Élodie resta immobile, le souffle suspendu, les doigts serrés autour du pendentif comme s'il pouvait la protéger. Les pas s'approchaient, lents mais déterminés, brisant le silence de la montagne avec une régularité glaçante. Chaque craquement de neige sous cette présence inconnue semblait frapper sa poitrine. Elle éteignit instinctivement la lampe à pétrole et se recroquevilla dans l'ombre, comme si la cabane pouvait la dissimuler entre ses murs fissurés. La poignée de la porte remua légèrement. Élodie sentit une montée de panique lui brûler la gorge. Elle chercha un objet, n'importe quoi, pour se défendre. Ses doigts rencontrèrent le vieux couteau rouillé qu'elle avait utilisé pour ouvrir le plancher. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. La porte resta fermée, comme si la personne hésitait à entrer. Puis une voix se fit entendre, grave, fatiguée, chargée d'une étrange douceur. « Je sais que tu es là, Élodie. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. » Le cœur d'Élodie s'arrêta net. Elle ne connaissait pas cette voix, et pourtant, quelque chose en elle la reconnaissait, comme un écho lointain d'un passé qu'elle n'avait jamais exploré. La poignée remua encore, cette fois plus lentement, presque avec tendresse. Elle sentit ses jambes trembler. Tout en elle criait de fuir, mais son corps restait figé, prisonnier de la terreur et de la curiosité. La porte finit par s'ouvrir. Un homme entra, enveloppé dans un manteau épais, la barbe grisonnante, les cheveux mouillés par la neige. Il s'arrêta sur le seuil, refermant la porte derrière lui pour empêcher le vent de s'engouffrer. Il resta là, immobile, les mains levées pour montrer qu'il n'était pas une menace. Son regard se posa sur elle, mais il n'y avait dans ses yeux aucune dureté, seulement une tristesse profonde, presque accablante. « Tu as trouvé la boîte, n'est-ce pas ?» Élodie ne répondit pas. Le couteau tremblait entre ses doigts. L'homme fit un pas en avant, puis s'arrêta en voyant sa réaction. « Je comprends ta peur. Moi aussi j'ai eu peur, la première fois que j'ai découvert la vérité. » Elle fronça les sourcils, incapable de parler, la gorge nouée. L'homme soupira, passa une main sur son visage, comme s'il cherchait les mots justes. « Ton mari, je le connaissais. Mieux que tu ne peux l'imaginer. » Le sang d'Élodie se glaça. Elle serra le couteau plus fort, sentant la rouille s'imprimer dans sa paume. « Tu mens. Il ne m'a jamais parlé de toi. » L'homme hocha lentement la tête. « Je sais. Et c'est précisément là que commence toute cette histoire. Il t'a aimé, Élodie. Plus que tout. Mais il avait une part de lui qu'il ne pouvait pas t'offrir, pas sans te mettre en danger. » Elle eut un frisson. Danger de quoi? Il regarda la boîte ouverte, le pendentif dans sa main, puis le carnet. Une ombre passa dans son regard. Danger de la vérité. Danger de ce que cette montagne protège depuis des générations. Il s'avança légèrement, et cette fois Élodie ne recula pas, comme si une part d'elle voulait enfin savoir ce qu'on lui avait caché. L'homme s'accroupit doucement à sa hauteur. Ton mari n'était pas seulement un homme bon. Il était le dernier gardien de ce que renferme cette cabane, jusqu'à sa mort. Et maintenant, c'est toi qui as été choisi. La vieille femme t'a vu ce jour-là, sur le banc, le cœur brisé. Elle a compris que tu avais en toi quelque chose que beaucoup ont perdu, la force silencieuse des gens qui survivent malgré tout. Élodie sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle pensa à ce soir sur le banc, au thé chaud, aux mots murmurés. Rien n'avait été un hasard. Pourquoi moi, souffla-t-elle. L'homme sourit tristement. Parce que tu es la seule à pouvoir supporter ce que tu vas découvrir. Ce secret n'est pas une malédiction, mais il exige un cœur solide. Le tien,
même brisée, est restée pure. Et ton mari le savait. Elle baissa les yeux vers la photo jaunie. L'homme s'agenouilla près d'elle, gardant une distance respectueuse. Tu vois cette photo? Ton mari et la vieille femme ont travaillé ensemble pendant des années. Pas pour de l'argent. Pas pour de la gloire. Mais pour protéger quelque chose que le monde ne comprendrait pas. Quelque chose d'une valeur inestimable, et terriblement fragile. Il marqua une pause, comme s'il hésitait à continuer. Ce que tu croyais être une simple cabane, ne l'est pas du tout. Elle se trouve à l'endroit exact où la montagne respire. Et ce qu'elle garde est vivant. Élodie releva brusquement la tête. Vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme se redressa, alla vers le foyer presque éteint, et raviva les braises d'un geste expert. Une flamme se leva, éclairant son visage marqué par les années et par le poids des secrets. Viens. Il est temps que tu vois par toi-même. Élodie hésita, puis se leva, tenant toujours le pendentif. Elle suivit l'homme jusqu'au fond de la pièce, où se trouvait une paroi de pierre humide. Il posa sa main sur un point précis. Une vibration subtile traversa le sol, comme si la montagne répondait à son toucher. Puis un PN de roche se déplaça lentement, révélant un passage étroit plongeant dans l'obscurité. Une bouffée d'air tiède en sortit, semblable à celle qui avait jailli de la boîte. Élodie sentit son cœur bondir. C'est ici, murmura l'homme. C'est là que se trouve le secret de ton mari, et maintenant, le tien. Élodie resta figée devant l'ouverture, l'air tiède qui s'en échappait caressant son visage comme une main invisible. L'homme s'engagea dans le passage, se tournant à demi vers elle. N'aie pas peur. Rien ici ne te fera du mal, tant que tu viens avec un cœur ouvert. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho venu d'un autre temps. Elle inspira profondément, franchit le seuil et sentit immédiatement la roche se refermer derrière eux, les plongeant dans une obscurité presque totale. L'homme alluma une petite lampe accrochée à la paroi, révélant un tunnel creusé à même la montagne. Le sol était lisse, comme poli par des années de passages secrets et de pas prudents. Qui d'autre connaît cet endroit? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Très peu. Ton mari, la vieille femme, et moi. Nous étions les gardiens, ceux qui veillent sur la respiration de la montagne. Élodie ne comprenait pas, mais elle sentait chaque mot pénétrer en elle comme un fil tirant sur la trame de son passé, tissant un sens qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle avançait lentement, la lampe projetant des ombres mouvantes sur la surface humide des murs. Le tunnel semblait vivant, palpitant presque, comme si la montagne possédait un cœur caché dans ses profondeurs. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, ils débouchèrent dans une petite cavité éclairée par une étrange lueur bleutée. Le sol était recouvert d'une fine couche de cristaux scintillants, et au centre, une fissure dans la roche laissait s'échapper un souffle chaud, régulier, presque organique. Élodie porta une main à sa bouche, émerveillée et terrifiée à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homme s'agenouilla près de la fissure, ses doigts frôlant la surface lumineuse des cristaux. Tu te souviens de la devise que ton mari répétait toujours? Que la nature était un être vivant, qu'elle respirait, qu'elle sentait. Ce n'était pas seulement une métaphore. La montagne ici n'est pas comme les autres. Elle renferme une énergie ancienne, une force qui soutient la vallée entière. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Cette cavité est comme un poumon. Et ce souffle, c'est la vie elle-même. Élodie tremblait, incapable de détourner les yeux de la fissure d'où s'échappait un souffle tiède, pulsant doucement comme une respiration. Elle sentit sa peau picoter, son corps réagir malgré elle à la présence invisible mais indéniable de cette force. Et le pendentif, murmura-t-elle, serrant l'objet dans sa main. Pourquoi était-il dans la boîte? L'homme se releva lentement, ses yeux brillant d'une lueur à la fois solennelle et triste. Parce qu'il est la clé. Sans lui, la montagne ne reconnaît pas celui qui entre. Sans lui, son souffle devient dangereux. C'est pourquoi seul le gardien peut venir ici sans être consumé. Et ton mari avait choisi de te transmettre ce rôle. Il savait que tu étais la seule à pouvoir supporter le poids de ce lien. Les mots la frappèrent comme une vague glacée. Elle se sentit vaciller. Elle posa une main contre la paroi pour reprendre son équilibre. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? L'homme s'approcha doucement, sans jamais franchir la limite qu'elle semblait tracer entre eux. Parce que le rôle de gardien est solitaire. Parce qu'il croyait te protéger. Parce qu'il avait peur que tu refuses, ou que tu sois blessé. Il a choisi de t'aimer sans te mettre en danger. Mais lorsqu'il a compris qu'il allait mourir, il a confié la boîte à la vieille femme. Et elle a attendu le moment où tu serais prête. Les larmes coulèrent silencieusement sur le visage d'Élodie. Elle pensa à son mari, à son sourire, à ses silences,
à toutes ces nuits où elle avait senti qu'un secret pesait sur lui sans oser le nommer. Elle avait cru à une fatigue, à un deuil intérieur. Jamais elle n'aurait imaginé cela. Alors maintenant, je dois veiller sur ça? Sur la respiration de la montagne? L'homme hocha la tête. Oui. Mais tu n'es pas seul. Je suis là. J'ai été l'ami de ton mari. J'ai été son frère de cœur. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider. Pour t'apprendre. Si tu acceptes. Élodie baissa les yeux vers la fissure qui pulsait doucement, comme un cœur caché dans les entrailles de la terre. Elle sentit sa propre respiration s'harmoniser avec ce souffle antique. Une chaleur étrange envahit sa poitrine, une chaleur familière, presque aimante. Je ne sais pas si j'en suis capable, murmura-t-elle. L'homme posa sa main sur son épaule, avec une délicatesse inattendue. Tu le es. Tu as survécu à tout ce que la vie t'a arraché. Et malgré tout cela, tu es restée douce. Les gardiens ne sont pas choisis pour leur force, mais pour leur cœur. Et le tien est plus fort que tu ne le crois. Élodie ferma les yeux un instant, laissant le souffle de la montagne envelopper son âme. Lorsque ses paupières se rouvrirent, une lueur nouvelle y brillait. Elle n'était plus seulement une veuve sans abri. Elle était l'héritière d'un secret plus vaste qu'elle. Mais soudain, le sol vibra sous leurs pieds. La lueur bleue s'intensifia brutalement. Le souffle se fit plus rapide, presque affolé. L'homme se tourna vers elle, le visage blême. Quelqu'un d'autre est entré dans la montagne. La vibration se répandit dans toute la cavité, faisant trembler les cristaux au sol. Leur lueur bleutée pulsa comme un cœur affolé, projetant des ombres tourbillonnantes sur les parois. Élodie recula instinctivement vers la fissure respirante, le pendentif serré dans sa main. L'air tiède devint soudain plus lourd, presque oppressant, comme si la montagne elle-même retenait son souffle, inquiète. Qui pourrait entrer ici? Demanda-t-elle, sa voix étouffée par la panique. L'homme s'avança vers l'entrée du tunnel, ses traits se durcissant. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Quelqu'un qui cherche ce qu'il ne comprend pas. Il posa sa main contre la paroi, comme pour écouter la montagne à travers la roche. Une tension silencieuse se reflétait dans son visage, une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. Nous devons sortir d'ici, Élodie. Maintenant. Le cœur d'Élodie se serra. Mais, si quelqu'un veut faire du mal à ce lieu. Il la regarda avec une intensité nouvelle. C'est précisément pour ça que tu dois rester en vie. La montagne t'a reconnu. Tu es la seule qui puisse la calmer si elle se met à souffrir. Si tu meurs, ce souffle s'éteindra pour toujours. Elle sentit une boule glacée se former dans son ventre. L'idée qu'elle puisse être la dernière barrière avant la fin de quelque chose d'aussi ancien, d'aussi vivant, la dépassait. Mais elle n'eut pas le temps d'y penser davantage. Une deuxième vibration secoua le sol, plus forte. Des poussières tombèrent du plafond. Les cristaux se fissurèrent légèrement, émettant un son aigu et fragile. « Vite !» cria l'homme en lui prenant le bras et l'entraînant vers le tunnel. Ils coururent dans l'étroit passage, la lampe vacillant entre leurs mains. L'air se fit plus froid à mesure qu'ils s'éloignaient du cœur de la montagne. Les pas de la présence inconnue résonnaient quelque part devant eux, lourds, irréguliers, déterminés. Par moments, la lumière dansait sur les murs, projetant des silhouettes qui n'étaient que des illusions, ou peut-être pas. Arrivé près de la sortie secrète dans la cabane, l'homme s'arrêta brusquement et éteignit sa lampe. L'obscurité retomba comme un voile. « Ne faites aucun bruit », souffla-t-il. Élodie retint son souffle. Ils restèrent là, immobiles, l'oreille tendue. Puis la voix d'un homme, rauque et étranglé, se fit entendre de l'autre côté du passage. « Je sais que vous êtes ici. Je l'ai vu entrer dans la montagne. Je veux ce qui lui appartenait. » Un frisson glacé remonta le dos d'Élodie. Elle ne reconnaissait pas la voix, mais le ton contenait une rage qui lui fit mal au ventre. L'homme à ses côtés se tendit, prêt à agir. « Il ne doit pas toucher au souffle, » murmura-t-il. « S'il approche trop, la montagne réagira, et ce sera catastrophique. » Élodie sentit ses jambes faiblir. « Mais pourquoi nous poursuit-il » Un silence lourd s'ensuivit avant que l'homme réponde, d'une voix grave et résignée. « Parce qu'il te connaissait aussi. Parce qu'il connaissait ton mari. Et parce qu'il pense qu'en prenant le pendentif, il héritera de la puissance de la montagne. » Elle sentit son cœur se briser en un instant, comme si la neige intérieure qu'elle portait depuis la mort de son mari se transformait en glace pure. « Qui est-ce » La voix retentit de nouveau, plus proche, plus menaçante. « Élodie, sors. Tu m'appartenais avant même qu'il te rencontre. Il t'a volé. Et maintenant, je veux récupérer ce qu'il m'a pris. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Ses entrailles se tordirent. Elle sentit le monde se renverser.
Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle, le souffle coupé. L'homme posa doucement une main sur son épaule. Élodie, il s'agit de ton beau-frère. Le frère de ton mari. Celui qui a disparu il y a 20 ans. Elle porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Le frère de son mari, cet homme doux, rêveur, que la famille croyait mort après une chute en montagne. Il avait disparu, mais il n'était jamais mort. Il vivait dans l'ombre de ce secret, rongé par la jalousie, obsédé par la puissance que la montagne pouvait offrir. Il m'en veut, dit-elle dans un souffle brisé. Il pense que j'ai pris sa place auprès de mon mari. Il ne veut pas toi, Élodie, répondit l'homme d'une voix grave. Il veut le rôle, le pouvoir, la montagne. Et il est prêt à tout pour l'obtenir. Un bruit violent retentit alors dans la cabane, un meuble renversé, le fracas sec d'une chaise éclatée contre le sol. L'homme qui les poursuivait fouillait la pièce, rageur, brisant tout sur son passage. Nous devons sortir, dit l'homme en prenant la main d'Élodie. Suis-moi. Ne la lâche pas. Ils traversèrent le passage, la roche se refermant silencieusement derrière eux. Ils débouchèrent dans un coin sombre de la cabane, derrière une étagère en ruine, invisible pour celui qui retournait la pièce dans sa folie. Le beau-frère grognait, jurait, respirait comme un animal traqué. Ses pas lourds faisaient vibrer le plancher. Il se rapprochait dangereusement du point où la paroi cachée du tunnel pouvait s'ouvrir. S'il comprend comment entrer, tout sera perdu, murmura l'homme à côté d'elle. Élodie sentit une nouvelle force naître en elle, brûlante, inattendue, une force qui venait du pendentif, du souffle de la montagne, et de l'amour de son mari. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle inspira profondément, et sortit de sa cachette. Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie, ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine. YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. La cabane était plongée dans une semi-obscurité. La lampe à pétrole gisait brisée au sol, répandant une odeur âcre. Les planches gémissaient sous les pas lourds du beau-frère, qui se tenait au centre de la pièce, ses yeux fous fouillant chaque recoin, sa respiration courte comme celle d'un animal blessé. Son manteau déchiré laissait apparaître un visage ravagé par des années de solitude et d'amertume. Quand Élodie sortit de l'ombre, il se figea d'un coup. Ses yeux se dilatèrent comme s'il voyait un fantôme. « Toi » souffla-t-il, incrédule. Élodie sentit son propre cœur battre contre sa cage thoracique, mais elle ne recula pas. Elle sentit la présence de la montagne derrière elle, invisible mais puissante, comme une main posée sur son dos. « Je ne suis pas ici pour te voler quoi que ce soit, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Je ne veux pas de ton rôle, ni de ton secret. Je veux seulement comprendre, et protéger ce que ton frère protégeait. » Un rictus tordu étira les lèvres de l'homme. Il se mit à rire, un rire cassé, sans joie, tremblant de douleur. « Mon frère » cracha-t-il. « C'est hypocrite. Il savait que j'étais le premier-né. Celui qui aurait dû être choisi. Celui que la montagne voulait. Mais il m'a tout pris. Tout. Même elle. » Élodie sentit un frisson glacé remonter dans sa colonne. La folie dans le regard de l'homme était profonde, enracinée, presque irréversible. « Tu te trompes, dit-elle. La montagne ne choisit pas le sang, elle choisit le cœur. » Il la fixa avec intensité, son visage se déformant dans un mélange de colère et de désespoir. « Et tu crois que c'est toi qu'elle a choisi? Toi, une femme brisée, expulsée de chez elle, abandonnée de tous ?» Élodie ne broncha pas. Elle serra le pendentif contre sa poitrine. « Oui, parce que même brisée, je n'ai jamais cessé d'aimer. » Le silence qui suivit fut brutal. L'homme recula d'un pas, comme si ces mots l'avaient frappé. Ses poings se crispèrent. Il secoua la tête violemment, respirant plus vite. « Donne-moi le pendentif, » gronda-t-il, avançant vers elle. « Il m'appartient. Il aurait dû être à moi. Il est la clé. » Élodie fit un pas en arrière, mais pas par peur. Plutôt pour l'empêcher d'approcher du passage secret. Elle leva le pendentif devant elle, et la lueur bleutée qu'il émettait se mit à vibrer faiblement, comme si la montagne réagissait à la tension dans la pièce. « Reculons-nous d'ici, » dit-elle calmement. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de réveiller. La montagne te répond. Elle sent ta colère. Elle a peur de toi. » L'homme hurla de rage et se jeta sur elle. Avant même qu'Élodie n'ait le temps de réagir,
l'autre homme, le gardien, l'ami de son mari, surgit de l'arrière et attrapa le beau-frère par le bras. Les deux hommes basculèrent au sol dans un fracas sourd. Le plancher gémit sous leur poids. « Élodie, cours !» cria le gardien. Mais elle ne pouvait pas. Quelque chose en elle refusait de fuir. Le souffle de la montagne vibrait en elle, résonnant dans sa poitrine. Elle s'avança plutôt vers eux, le pendentif serré entre ses doigts. Le beau-frère, fou de rage, réussit à se dégager et saisit une planche cassée, prête à frapper. Le gardien se redressa à demi, mais il était trop loin pour l'arrêter. Les yeux de l'agresseur brillaient d'une rage presque bestiale. « Je prendrai ce qui me revient. » Élodie fit alors quelque chose qu'elle-même ne comprit pas. Elle se plaça entre les deux hommes. Le beau-frère s'arrêta net, trop surpris pour agir. Le gardien cria son nom. Mais elle resta immobile, calme, droite, le pendentif à la main, la lumière bleutée pulsante éclairant son visage épuisé mais déterminé. « Si tu veux ce rôle, » dit-elle d'une voix basse et profonde, « alors écoute la montagne. Elle ne veut pas de violence. Elle ne veut pas de guerre. Elle ne veut pas d'un cœur enchaîné par la haine. Elle veut quelqu'un qui protège, pas quelqu'un qui détruit. » Le beau-frère trembla. Le morceau de bois glissa de sa main. Il regarda Élodie avec une expression perdue, presque enfantine, comme s'il retrouvait un morceau de lui-même qu'il avait oublié. « Pourquoi ce n'est pas moi ?» chuchota-t-il, la voix brisée. Élodie s'approcha lentement. « Peut-être que ce n'est pas trop tard. » Mais avant qu'elle n'ait fini sa phrase, la montagne gronda. Un grondement sourd, profond, venu du cœur de la cavité. Le sol bougea. Les cristaux dans le tunnel éclatèrent. Un souffle puissant, violent, se répandit dans toute la cabane. Les murs vibrèrent comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Le gardien se redressa, les yeux agrandis par la terreur. « Elle se réveille. Élodie, reste près de moi. » Le beau-frère, lui, recula, affolé, ses yeux fous se remplissant de peur pure. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La montagne rugit de nouveau. Et le sol se fissura sous leurs pieds. La veuve resta longtemps immobile, la main posée sur la vieille boîte en fer que l'étrange lettre lui avait indiquée. Ses doigts tremblaient, non pas de froid, mais de cette sensation troublante d'être suivie par un destin qu'il avait choisi malgré elle. Elle respira profondément, ouvrit la boîte et découvrit à l'intérieur un petit carnet relié de cuir, si usé qu'il semblait d'avoir absorbé toute une vie de secret. Une odeur de papier ancien, mêlée à un parfum discret de lavande, lui monta au nez, réveillant une nostalgie qu'elle ne comprenait pas encore. Elle s'assit sur le tabouret bancal près de la fenêtre, la lumière du matin glissant doucement sur ses cheveux grisonnants. Quand elle ouvrit la première page, elle découvrit la signature d'Éléonore. C'était la maison de cette femme, cette inconnue, pauvre, solitaire, mais qui avait légué à une autre âme perdue ce que personne d'autre n'avait voulu. La veuve commença à lire, d'abord lentement, puis avec une avidité qu'elle ne se connaissait plus. Chaque mot semblait avoir été écrit pour elle, comme si Éléonore savait qu'un jour, une femme brisée par la vie viendrait s'asseoir exactement ici, avec les mêmes blessures, les mêmes cicatrices invisibles. Les premières lignes racontaient une existence rude, une enfance passée dans la misère, des hivers où la faim jouait avec la vie, des amours impossibles et un mari que la montagne avait pris trop tôt. La veuve sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était comme lire sa propre vie dans un miroir. Comme si cette inconnue, morte depuis des années, était devenue sa confidente. Mais au fil des pages, quelque chose changea. La tonalité devint mystérieuse. Éléonore parlait d'un trésor que la montagne gardait, non pas un trésor fait d'or ou de richesse, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus puissant. Elle parlait d'un lieu secret, là où la falaise chante, un endroit que seuls les cœurs meurtris pouvaient trouver. La veuve frissonna en lisant ces mots, comme si un souffle glacé lui avait effleuré la nuque. Elle referma le carnet, troublée. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Elle se leva, enveloppa son châle autour de ses épaules et sortit. L'air glacé la mordit immédiatement, mais elle continua, poussée par quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. La montagne semblait l'appeler, comme si chaque arbre, chaque pierre connaissait son nom. Elle suivit le sentier que la lettre avait vaguement décrit. Le vent sifflait autour d'elle, soulevant la poudreuse en petites tornades. Sa respiration devenait plus lourde, mais elle avançait encore, jusqu'à atteindre un point où la forêt s'écartait. Devant elle, la grande falaise blanche. Et oui, elle chantait. Le bruit du vent qui frappait la paroi produisait une mélodie étrange, presque humaine, presque vivante. Le cœur battant, elle s'approcha. Sous un amas de neige, elle vit une entrée, une fente dans la roche, à peine visible. Elle hésita. Puis elle passa sa main sur la pierre et sentit quelque chose de gravé. Juste une lettre, Éléonore. La veuve sentit ses jambes fléchir, mais elle entra.
L'intérieur était sombre, mais pas froid. La roche semblait retenir une chaleur ancestrale. Elle avança, ses doigts glissant sur les parois irrégulières, jusqu'à ce qu'un faible scintillement apparaisse devant elle. Une ouverture. Une cavité secrète. Et dans cette cavité, un simple coffret en bois. Elle s'en approcha, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque le champ du vent. Elle posa ses mains dessus, ferma les yeux un instant et l'ouvrit. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit chanceler. Un souffle lui échappa, un sanglot qu'elle n'avait pas senti monter. Car ce que cachait Éléonore n'était pas de l'argent, ni des bijoux, mais quelque chose qui allait bouleverser toute sa vie, tout ce qu'elle croyait perdu. Elle porta la main à sa bouche, son corps entier secoué d'émotions contradictoires. Elle murmura un prénom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années, un prénom qu'elle avait cru à jamais effacé par le temps et la douleur. Et pourtant, il était là. D'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle resta un long moment immobile, incapable de détacher ses yeux du contenu du coffret. Ses doigts tremblaient, son souffle devenait court, comme si la montagne elle-même resserrait son emprise autour de sa poitrine. Au fond du coffret, protégé par un tissu de laine soigneusement replié, se trouvait un petit médaillon en argent. Mais ce n'était pas le médaillon qui l'avait brisé, c'était ce qu'il contenait. Une photo, minuscule, légèrement jaunie, protégée sous un verre fêlé. Une photo qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 20 ans. Celle de son fils. Son fils perdu. Son fils disparu. Celui qu'elle avait cru mort. Ses genoux cédèrent. Elle s'effondra contre la paroi, laissant la roche froide soutenir son dos tremblant. Un cri étouffé lui échappa, un son déchiré qu'elle ne se rappelait même plus être capable de produire. Comment ce médaillon avait-il fini ici? Comment Éléonore, cette vieille femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, avait-elle pu posséder quelque chose d'aussi intime, d'aussi douloureux, d'aussi impossible? Elle porta le médaillon à sa poitrine, comme pour vérifier qu'il était réel, qu'elle n'était pas simplement victime d'une hallucination née de sa solitude, de sa misère, de ses nuits passées à pleurer un enfant que le monde lui avait arraché. Mais non. Le métal était froid, lourd, horriblement authentique. Et la photo, ce sourire enfantin, ces yeux curieux, ce petit col bleu qu'elle avait recousu elle-même, tout était vrai. Les larmes coulèrent d'elles-mêmes, silencieuses au début, puis déferlantes, violentes, presque douloureuses. La veuve plaqua une main contre sa bouche pour contenir ses sanglots, mais le silence de la grotte amplifiait tout. Elle se sentit redevenir mère, redevenir vivante, redevenir vulnérable. Elle se sentit redevenir elle-même. Après de longues minutes, elle essuya ses joues, reprenant un semblant de souffle. Puis elle remarqua quelque chose d'autre dans le coffret, une enveloppe. Son prénom était écrit dessus, pas son nom complet, juste Marie. Un seul mot. Mais écrit avec une écriture hésitante, tremblée, celle d'une personne très âgée ou très malade. Elle ouvrit l'enveloppe avec une lenteur presque solennelle. À l'intérieur, une lettre, courte. Quelques lignes seulement. Marie. Si tu lis ceci, c'est que la montagne t'a enfin conduite où je voulais. Je n'ai jamais eu d'enfant, mais un jour, le destin m'en a confié un. Un garçon, perdu, blessé, terrifié. Je ne pouvais pas le garder, mais je ne pouvais pas le laisser mourir. Alors j'ai fait ce que la vie m'a appris à faire, protéger en silence. Je t'en supplie, ne me juge pas. Je n'avais que de bonnes intentions. Je ne pouvais pas te le rendre. Mais je pouvais te laisser une trace. Pardonne-moi. Éléonore. Le papier glissa de ses mains. Le monde sembla tourner, la grotte s'assombrir, puis se resserrer autour d'elle. Elle sentit la colère monter, la panique, l'espoir, le chagrin, tout se mêler dans un maelstrom insupportable. Son fils avait été ici, dans ces montagnes, vivant, recueilli. Et elle, pendant tout ce temps, avait cherché dans les mauvaises villes, les mauvais villages, les mauvaises tombes. Elle posa ses deux mains au sol pour se relever, mais ses jambes fléchirent à nouveau. La vérité lui arrachait l'air des poumons. Elle ferma les yeux, tenta de respirer. Puis, soudain, un bruit la fit sursauter. Un pas. Un léger craquement derrière elle. Dans la grotte. Elle se retourna brusquement, le médaillon serré dans sa paume. « Qui est là » demanda-t-elle, la voix cassée. L'écho répondit d'abord. Puis un souffle. Un mouvement. Une silhouette à l'entrée de la cavité, découpée par la lumière blanche de la neige. Un homme. Immobile. Elle sentit son cœur s'arrêter. Car cet homme avait les mêmes yeux que sur la photo. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like,
Écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes. Découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité.